Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, aujourd'hui c'est Football Actualité, on revient à l'aide de vos questions. Le dernier match du Real nous a donné beaucoup d'espoir sur la transition. Pour l'instant, on ne peut pas encore parler de compétitivité, on ne peut pas encore parler de... Tant qu'on ne s'est pas confronté à la Juve, ça va être un match hyper intéressant qui pourra nous permettre de nous jauger pour la suite. Mais pour l'instant, le Real Madrid, on est content de la transition qui démarre. C'est comme ça qu'il faut le prendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends actuellement. Pressé de voir les matchs du Real pour voir un petit peu comment ça va se passer, avec aussi le retour de Kylian. Donc, on est hyper impatient. Mais on verra de quoi on va parler, parce que c'est vous qui décidez quand vous posez les questions sur Insta, les amis, qui est en description au cas où, si vous voulez me rejoindre. Alors, je vais sélectionner quelques questions. Alors, Pogba à Monaco, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai, c'est de l'actualité. Pogba à Monaco, c'est fait. Pogba, on est sur un mystère. Pogba est un immense joueur de base, immense joueur, qui nous a montré en équipe de France, à la Juve, et ensuite par période, c'est-à-dire qu'on a eu plein d'analyses sur le sujet de Pogba, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, et beaucoup de spécialistes ont même analysé le truc dans ce sens-là, qu'à un moment donné, dernièrement, avant qu'il stoppe sa carrière temporairement, eh ben, il était beaucoup plus un joueur de tournoi, focus 1 mois et demi, et là, il était en mode taulier vestiaire, taulier terrain, équilibre, technique, il apportait énormément de choses en étant un seul être, quoi, un seul joueur. Mais aujourd'hui, qui est Pogba? Qui est Paul? C'est ça la vraie question. C'est de savoir aujourd'hui en fait où on en est avec Paul Pogba qui n'a pas joué depuis plus d'1 an au très haut niveau, quoi. C'est un pari. Et le pari peut, même pour l'équipe de France, hein, parce que croyez-moi bien que Didier Deschamps, là, il doit être comme ça. Hein. Il doit être comme ça en mode purée, si ça se fait, qu'on a un retour de Pogba pour l'équilibre, l'état d'esprit, etc., Pogba, ce serait quelque chose. Hein. Alors, je sais pas avec tout ce qui s'est passé, les histoires et tout, s'il y a des cassures avec des joueurs ou pas, ça, j'en sais rien. Mais c'est un pari, mais ça fait toujours plaisir de revoir un Paul Pogba, malgré tout, sur les pelouses. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas assez de Valverde? Si, Valverde, j'en passe, mais j'en parle, mais... J'en passe, jeu de mots, c'est-à-dire j'en parle pas assez. Valverde, c'est un joueur, moi, cette année, qui... Je ne vais pas dire que j'attendais pas grand-chose, mais pour moi, Valverde existera quand il est mis dans des dispositions où il permet... Où il est mis dans un dispositif... où Valverde fait du Valverde. Mais si tu utilises Valverde pour être une compensation, parce que t'as Vasquez à droite, parce que t'as pas de milieu créatif, parce que machin et machin, t'as pas Valverde avec toi. Et cette saison, il y a plein de moments où il ne ressortait pas ce qu'il y a de mieux, même si le début de saison, il avait quand même apporté des buts importants, mais voilà, c'est des coups de frappasse de loin et tout, en étant dans un moment où on lui permet d'être un peu plus haut parce qu'on est en chien. Aujourd'hui, Valverde, j'espère qu'il va être mis dans le profil qui lui convient, et qu'on l'a toute la saison sur un profil qui lui convient. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore parler beaucoup de lui. C'est un joueur immense, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien, mais je veux le voir sur un long terme dans son profil. Parce que je ne veux pas l'utiliser comme une compensation. Ne trouves-tu pas injuste la manière dont Salah est traité par les fans de foot? Je pense que Salah est traité de manière un peu injuste parfois sur les réseaux par rapport à l'attente et à l'étage dans lequel il est. C'est-à-dire que Salah, normalement, tu l'attends beaucoup plus souvent à partir des quarts, des huitièmes, des demi, tu vois, vraiment comme sa période où il a fait une saison de malade mental avec Liverpool, sa meilleure saison qu'on se rappelle. Et donc, il y a une attente immense qui fait que c'est comme les joueurs comme Mbappé, machin. Mbappé, il est soulier d'or, il a mis je sais pas combien de buts, il vient d'arriver dans le club, il bat des records et tout, mais on lui tombe dessus parce que l'attente d'un joueur comme ça, c'est d'être toujours au top 1, top 2 mondial. Et si il fait les choses, mais qu'il déçoit plus, par exemple, il y a le match raté qui va le salir, c'est ça, d'être parmi le plus haut niveau, le plus grand étage. Des Cristiano, des Messi se font critiquer. Moi, c'est toujours l'exemple que je donne. Quand Cristiano, Messi se font critiquer, aucun joueur n'a le droit de dire c'est pas normal de je sais pas quoi, malheureusement. Mais faut pas être injuste. Penses-tu qu'avec le rayonnement du jeune Gonzalo, le Real n'aura pas besoin de recruter d'attaquants? En vrai, si tu gardes Hendrick, t'as assez de profil offensif, ça y est. Oui, t'auras pas ce grand qui jouera en remise de la tête et tout, mais t'auras un football
sous Xabi, franchement, ça fait énormément plaisir. Gonzalo, c'est inattendu pour moi, il fait énormément plaisir. Il respire le foot espagnol dans les consignes d'un coach espagnol, et ça m'étonnerait même pas qu'il joue avec l'Espagne à un moment donné. C'est un joueur qui participe au collectif et à la construction et à la créativité. C'est pas le joueur qui casse et annihile la créativité d'un football. Donc très content de lui. Je suis dans l'idée de me dire au final, prenons un ou deux milieux, un qui se veut être possiblement un titulaire et un deuxième qui se veut être dans une rotation. Parce que là en attaque on a à peu près ce qu'il faut. En plus il y a Mastantuono et tout qui va arriver derrière, c'est cool. Vitinha ou Bellingham, qui est meilleur? Bah, Vitinha fait une meilleure saison. La saison de Vitinha, elle explose la saison de Bellingham, faut se le dire. Maintenant, Bellingham, pour moi, reste une meilleure individualité. Un Bellingham, c'est une plus grande star, une meilleure individualité. Il a été promis au plus haut niveau plus tôt. Maintenant, Vitinha, c'est un élément majeur dans la créativité au milieu de terrain qui fait une meilleure saison, qui écrase la saison de Bellingham. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo, quoi. Penses-tu que la tactique de Xabi Alonso peut triompher face aux grandes équipes? Alors, pour l'instant, on n'a pas la finalité du football Xabi Alonso. On a la transition qui va être amenée. Il y a beaucoup de choses à améliorer, hein. Faut pas l'oublier. Il y a des bonnes intentions, il y a une bonne avancée. Maintenant, réussir à concorder ça en additionnant à la compétitivité, ça va être un autre défi. La Juve sera un excellent baromètre pour comprendre de quoi est capable ce Real sous Xabi Alonso dans ce début de transition. Mbappé va-t-il faire le pressing? En fait, je pense que c'est pas un vrai débat, ça. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, pour moi, je pense pas que ce soit un vrai débat. La logique du football instauré va mener Mbappé à forcément, si derrière lui c'est plus haut, qu'à côté ça bouge, ça le mènera à aller chercher le ballon plus haut, à se déplacer plus intelligemment. Il n'aura même pas à courir plus qu'avant. Les gens vont te dire qu'il ne court pas assez parce qu'il ne veut pas courir et tout, mais en fait le système haut permet aux attaquants d'être au moins dans l'effort qu'avant. Avant, Mbappé, même sans le pressing ou le repli, courait plus pour moi que si on lui propose un système bien haut, où derrière lui, il n'aura pas à recourir derrière, il aura juste à monter avec le bloc qui monte. Et je pense que ce débat, on a décidé d'en faire un parce que c'est Mbappé et qu'il est hyper connu, et parce que on a vu aussi l'image sur, comment ça s'appelle attention, tout ce que je vous dis, c'est parce qu'Mbappé est numéro 9 maintenant. C'est un autre débat quand il est sur les côtés. Quand il est sur les côtés te demandent au plus haut niveau d'être comme ça. Mais en tant que numéro 9, c'est autour de toi que ça va beaucoup plus bouger. Est-ce que vous voyez Lewandowski être en train de courir derrière? Lewandowski, il est dans le pressing offensif. Quand le Barça est haut, il va vers le porteur. Et Mbappé ira vers le porteur. Ça va de soi. C'est même pas la question de est-ce qu'il veut ou veut pas. J'ai vu un article là qui est sorti. Le Real espère que Mbappé... Pour moi, tout ça, c'est du cinoche. C'est du baratin pour vendre des magazines. Ça n'existe pas un schéma de jeu offensif haut, avec bloc haut, tout le monde est haut, et toi, tu ne vas pas faire le déplacement vers le porteur de balle, et tu te mets là où tout le monde bouge et tu fais rien. Ça, pour moi, ça n'existera pas, ce truc-là. C'est inconcevable. Ça demande moins d'efforts d'aller vers le porteur, même en termes d'énergie psychologique, que avant sous Ancelotti, où t'es hyper haut, et il y a 1000 mètres entre toi et les mecs derrière, donc à chaque fois, tu sais que te jeter bêtement sur le porteur, c'est une passe qui casse une ligne. Donc, mais on verra. Peut-être je vais me tromper, et je le dirai. Mais je pense qu'on fait un débat de ce sujet-là, alors que t'as plein de numéro 9 aujourd'hui, je parle de numéro 9, hein. T'as plein de numéro 9 aujourd'hui, qui jouent en tant que numéro 9, et qui vont vers le porteur, sans être des Kvaratskhelia, qui... C'est un vrai problème d'ailier. Et pourquoi Luis Enrique a mis plus facilement Mbappé en 9 ou Didier Deschamps? Parce qu'Mbappé aujourd'hui se concentre beaucoup plus sur l'aspect offensif que sur l'aspect d'avoir à replier bas, surtout dans un moment où il n'avait plus le coffre pour le faire. Mais il y a aussi cette image lors du reportage Luis Enrique quand il débat avec Mbappé pour lui parler du pressing, des choses comme ça, et ça a matrixé les gens. En mode, Mbappé ne fera jamais un pressing haut d'aller vers le porteur de balle et tout. On verra en vrai. Qui est le meilleur actuellement, Pedri ou Bellingham actuellement? Bah pour moi,
encore une fois, c'est comme avec le débat Vitinha, sauf que pour moi, là, c'est un débat en termes de talent où deux joueurs se valent, mais avec un peu des caractéristiques différentes, mais un peu comme ce que je disais pour Vitinha, la saison de Pedri explose la saison de Bellingham. C'est sûr. Maintenant, pour moi, on ne peut pas dire que Pedri est mieux que Bellingham ou Bellingham est mieux que Pedri. C'est des joueurs qui se valent, qui mériteraient enfin, en tout cas, l'année dernière, Bellingham. L'année dernière, Bellingham, il fait une saison Ballon d'Or. Il est troisième. Pour moi, il est au moins deuxième ou premier normalement. Il peut être deuxième, il peut être premier. Saison de Bellingham l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Elle se joue à une victoire. Et il prend le Ballon d'Or. Donc, et cette année, Pedri, il te fait une saison qui éclate la saison actuelle de Bellingham. Tout comme Bellingham l'année dernière éclate la saison de Pedri, éclate la saison de Vitinha. C'est des profils... Vitinha qui part de plus loin parce qu'on ne l'imaginait pas dans ce duel-là. Mais s'il continue, on peut le mettre aussi dans le débat des meilleurs milieux de terrain. Et je ne parle pas sur la performance d'une saison, mais sur l'addition maintenant. Donc, c'est des joueurs au très très haut niveau qui te changent beaucoup de choses. Là où Bellingham est une plus grosse individualité, dans le sens où Bellingham va marquer des buts, va se projeter dans la zone, c'est entre guillemets une plus grande star, même si Pedri, il a ce côté star et tout, en Espagne aussi, mais plus discret, on va dire. Mais ça n'empêche que Pedri et Bellingham, pour moi, c'est des joueurs qui se valent avec des profils différents et qui sont demandés dans un système de jeu différent. Mon prono contre la Juve, franchement, ça va pas être facile, parce que la Juve, si elle met son équipe toi, on va voir la compétitivité, un peu ce que tu vois en ce moment, si tu veux en plus chercher haut et tout, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Tu vas sûrement parler de l'opération de Bellingham, mais à son retour, ce sera comment ? Ce sera un retour en retard, la saison aura déjà commencé, il va peut-être manquer de rythme, moi ça me dérange, il va rater possiblement une première partie de saison. Ça, je comprends vraiment pas, pourquoi ils ont tardé. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Arda Güler. Un bonheur, ça rime. Un bonheur qu'il puisse enfin être utilisé. Et, je veux dire, on n'a pas inventé l'eau chaude. C'est pas être un génie que de dire ça ne se comprend pas d'avoir un Arda Güler bloqué sur l'aile, tu lui demandes de ne pas être lui-même. Eh ben non, lui, j'ai dit, faut que les ballons passent par lui. Faut que quand tu lui fais la passe, c'est lui qui réfléchit le football. Arda Güler, c'est un joueur, il vient vers toi, tu fais la passe. C'est les joueurs profil, pas le même poste, mais les joueurs, vous voyez, Toni Kroos, Modric, machin, les joueurs où quand tu fais la passe, la créativité existe, la conservation naît. C'est ces joueurs-là qui permettent d'inventer des nouvelles choses. Tu le mets excentré, enfermé. Comme si moi j'étais le champion à la bagarre, et on est à la guerre. Et au lieu d'utiliser mes compétences, tu me mets aux soins. Tu vois, je dois faire des vaccins, moi, le truc. Je vais rien comprendre. Vous avez compris l'exemple, j'espère. Gonzalo Garcia n'a-t-il pas montré qu'il était supérieur à Hendrick? Mieux préparé tactiquement, parce qu'il vient du continent et qu'il a été formé au Real. Meilleur en termes de potentiel et niveau, je pense pas. Mais qui convient mieux pour l'instant, oui. Parce que Hendrick, il n'est pas encore prêt tactiquement à tout ça. Mais Hendrick, sous Xabi Alonso, peut évoluer. Et l'évolution d'un Hendrick avec le talent et le potentiel qu'il a à son jeune âge, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 ans d'écart, si je ne me trompe pas, faut pas l'oublier, c'est... Attention, il peut être quelqu'un aussi, lui. Riles, j'espère que tu vas retrouver ta santé mentale avec un renouveau du Real. Peut-être que cette année, je ne ferai pas des tronches d'enterrement dans mes miniatures. Je sais que ça vous a régalé, ça, l'année passée, là. Tu comptes faire une petite vidéo sur la situation actuelle de l'OL? Un immense soutien à l'OL, aux supporters. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais j'aurais pu faire une réaction. Mais de manière, bientôt on reprend les lives sur Twitch, donc il y aura beaucoup plus de sujets vastes et pas que sur le football, les gars. Petite parenthèse, les gars, j'ai repris Naruto Storm 4 et je me régale. J'ai retrouvé l'amour de Naruto. Ça, on en reparlera peut-être sur la chaîne Red Crit TV, on verra. Ou peut-être même sur Twitch. Donc l'OL. Si l'OL vraiment redescend à L2, c'est un drame. Déjà pour la Ligue 1 et pour ce club et ses supporters. Lyon, les gars, c'est une équipe, moi, qui m'a fait du mal. Époque Juninho, Abidal et compagnie, là. Ils m'ont fait du... Oh là là, j'en ai des mauvais souvenirs. John Carew, Cannavaro, les anciens comprendront ce que je suis en train de dire, là. Après le match contre Salzbourg, tu penses toujours qu'il faut un milieu, bien sûr. Les amis, on a perdu Kroos. Il n'a pas été remplacé. On va perdre Modric. On va se retrouver avec quoi comme milieu? C'est Ceballos, on ne sait pas s'il va rester. Camavinga, Tchouaméni,
Valverde. Allez, on dit Arda Güler. Bellingham. Bellingham, tu le comptes dans la masse haute. En milieu centraux, t'as Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Ceballos, c'est... Voilà, pour le Real Madrid, à un moment donné, il faut se baser aussi sur... C'est pas les autres qui vont construire et toi, tu vas t'oublier. Attention, faut prévoir avant de connaître les problèmes. Il est son thème, mais Dembélé, Ballon d'Or. Ben, bien sûr, totalement mérité. S'il prend le Ballon d'Or, c'est applaudissements, c'est Ligue des Champions, c'est individualité en stats, c'est tout. Il mériterait parfaitement son Ballon d'Or. Moi, je vous ai juste dit que si on me demande de voter, je ne dirais pas, par exemple, Lamine Yamal. Pour moi, cette saison, je le donnerais à Dembélé. Si on me demande qu'est-ce qui va possiblement être Ballon d'Or, je dis c'est Lamine Yamal, selon moi, par rapport à ma compréhension des journalistes et ce que je vois dans mon analyse depuis des années. Sans compter l'année dernière, parce que vous parlez de l'année dernière encore à chaque fois. L'année dernière ne se renouvellera pas. Cette année, vous verrez, ce ne sera pas un milieu, ce ne sera pas... voilà. Il n'y aura pas d'ombre. Joueur de l'ombre. Pour toi, Højsens peut-il être un top défenseur all-time à la fin de sa carrière? Les gars, doucement. Là, on est en train de profiter d'un joueur qui va nous rayonner, qui va rayonner notre équipe en termes de maîtrise de balle, de relance, patron, mental. Tu vois, c'est vraiment le mec, tu cours vers lui, mais tu sais qu'en fait, il a un cran d'avant. Ça me rappelle un peu les Busquets dans un profil au milieu de terrain. C'est très bien qu'il est tellement juste dans ce qu'il fait qu'à un moment donné, c'est un joueur qui empêche parfois le pressing non réfléchi. Parce qu'en fait, c'est le gars qui te casse des lignes. Et ça, c'est rare et important d'en avoir dans son équipe. Maintenant, le débat de all-time, alors que... C'est comme si on me disait, est-ce que tu peux être l'astronaute all-time? J'ai même pas commencé une carrière d'astronaute qu'on me demande si je serais all-time. C'est pareil pour Højsens, doucement. Je trouve ça normal que des équipes communiquent sur la situation financière du Barça. Je vous avoue que j'ai pas assez suivi. Je sais juste que Bilbao, ils sont hyper énervés envers le Barça et envers Nico. J'arrive pas très bien à comprendre ce qui est en train de se passer, en fait. Nico Williams, il a donné de son talent, et normalement Bilbao doit dire merci pour tout, et on comprend qu'avec ton talent tu fasses pas ta carrière à Bilbao. Enfin, c'est quoi, il y a une rivalité entre le Bilbao et le Barça? J'arrive pas trop à capter, je vais pas vous mentir. Le mariage a-t-il réduit ta passion pour le football? Bah alors là, non. Au contraire, j'ai fait naître beaucoup de passion sur le football du côté de ma femme, où ça débat, elle me demande de lui poser des questions de foot et tout, et elle est complètement barjo, celle-là, des fois. Non, mais... Non, pas du tout. Pas du tout, surtout que c'est mon travail de parler football, au contraire. Ma passion du foot, elle est toujours là. Je regrette juste un truc maintenant, mais ce n'est pas lié au mariage, c'est de ne plus pratiquer le foot, en fait. Malheureusement, parce que maintenant je suis beaucoup plus loin que là où j'étais avant avec mes amis et tout. Mais ça me manque. De jouer au foot même que sur l'aspect physique et tout, je dois beaucoup plus m'entretenir. Mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, j'étais un gars qui jouait presque tous les 3 jours au foot, tous les 4 jours au football. Se dire que ça fait 2 ans et demi, voire peut-être 3 ans que j'ai pas fait un match de foot avec des potes, c'est une dinguerie, ça. C'est le seul truc que je me dis... C'est triste. Mais sinon, passion du foot est toujours là. Penses-tu que Miami peut créer l'exploit, même s'il y a une infime chance contre le PSG? On est dans une compétition où c'est d'un côté la fin de saison, de l'autre côté, parfois, avec certaines équipes qui n'ont pas fini la saison, il y a la fatigue, il y a aussi la volonté de ne pas se blesser avant le début de saison parce que ça se rapproche. Je pense que ça va être très compliqué. Hein. Franchement, je vois pas comment Miami peut s'en sortir si ce n'est ils arrivent à ne pas encaisser et marquer un but dans les moments clés. Mais ça va être très chaud pour eux quand même, on va pas se mentir les gars. Mais après Messi, le miracle Messi, qui sait? As-tu remarqué qu'à chaque mercato, Ferland Mendy se blesse, genre il veut pas tailler, lol. Bah oui, mais les gars, après il faut comprendre un truc. Un joueur qui se blesse beaucoup, dans sa tête, c'est que ça peut s'arrêter plus vite que prévu pour lui, sa carrière. Et c'est aussi qu'il y a de moins en moins de demandes avec des salaires aussi élevés qu'il possédait quand il n'était pas blessé. Donc le temps de trouver quelque chose qui lui conviendrait financièrement, bah il va pas dire « Bon bah les gars, je m'en vais, cadeau pour vous faire plaisir ». C'est une carrière aussi qui reste individuelle et les gens ne réfléchissent pas qu'à l'autre. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre ce truc-là. C'est juste que nous... On a besoin d'un remplaçant, on a besoin de quelqu'un qui va le remplacer sur l'aspect titulaire. Même si, j'essaye d'être juste, hein, mais Fran Garcia, là, ce qu'il m'a montré dans le 3-5-2 ou je sais pas quoi, là, je suis désolé, mais le Fran Garcia que j'ai vu, là, le meilleur Fran Garcia que j'ai vu de ma vie. Qui sait? Imaginons, comment il s'appelle, Xabi Alonso a compris, le joueur, etc. Moi, je dis oui. Hein. Moi, je dis oui bien fort. Bon, bah, voilà, hein, je sais pas s'il y a des choses à rajouter.
Je pense que c'est bon, les amis. On se tient au jus, hein, parce que là, il va y avoir des petits matchs. Paris-Miami. Possible qu'on fasse des débriefs un petit peu aussi en dehors du Real sur la suite qui nous attend, dans certains huitièmes, s'il y a des choses à dire. Les amis, prenez tous soin de vous. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à rejoindre, parce qu'on est de retour sur X, Twitter, et faire grandir le Insta, parce qu'on partage là-bas aussi. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.